Maya, tu as choisi de revenir sur les images hallucinantes du meeting de Trump qu'on a vu tout à l'heure à New York. Un meeting bourré de testostérone. Sur les 32 intervenants qui se sont succédés à la tribune, les 3/4 étaient des hommes qui ont occupé presque 90% du temps de parole. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'en termes de stéréotypes de genre, ces 6 heures de rallye ont brossé le portrait d'un certain idéal masculin, conservateur évidemment, un idéal de pouvoir politique, financier, médiatique, familial aussi, avec la présence des 2 fils aînés de Donald Trump. Mais avant tout, c'était un idéal guerrier. Je ne sais pas comment vous l'avez interprété, Thomas Negaroff, mais moi, j'ai été frappée par l'agressivité de ce rallye. Le mot « fight », combat, a été prononcé exactement 100 fois. Donald Trump still stands, ready to fight. Fight! 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 Fight, fight, fight! Vote, 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 and fight! Des combattants, il y en avait sur scène. Les 2 seuls représentants du monde du sport étaient Hulk Hogan, le catcheur, et Dana White, président de la Ligue américaine de MMA. Et pourtant, c'est pas forcément eux qui ont tapé le plus fort. Hier soir, tous les coups étaient permis. Everyone knows she is a very low IQ individual. Au jeu des insultes, on donnera une mention spéciale à Tucker Carlson, ex-présentateur star de Fox News, qui s'attaque carrément à la vie privée de Kamala Harris. Well, affection is something you can't fake. I saw her kiss her husband with a mask on. A mask on. That's her version of love. It's fake, it's not real. Poussée jusqu'à l'extrême, cette brutalité flirte avec l'auto-parodie. Vote for Trump! I'm not just MAGA. I'm dark, gothic MAGA. Et regardez l'ex-catcheur Hulk Hogan, effectivement, qui a du mal à déchirer son t-shirt à plumes. Quelques instants plus tôt, il était arrivé en portant un drapeau américain sur une musique qui vaut vraiment tous les discours. Une virilité donc ultra démonstrative, mais qui a encore été renforcée par le rôle des quelques femmes présentes, très apprêtées, très coiffées, souvent très sexy. Lara Trump, épouse d'Eric Trump, en tenue noire ultra moulante et jupe en cuir. Arrivée avec son mari, elle est parlée après lui, et dans son discours, une fois encore, c'est une masculinité guerrière qui était mise en avant. Being a New Yorker teaches you something else, doesn't it? It teaches you how to be tough. It teaches you that it doesn't matter how hard you get hit. You get back up and you keep fighting. On a aussi vu Melania Trump en tenue zébrée qui a joué le minimum syndical avec ce bisou 50% raté et 100% gênant. De toutes les femmes présentes, c'est elle qui a le moins parlé, même pas 4 minutes. Mais celle qui a pris toute la lumière, c'est elle, Alina Habba, l'avocate de Trump, dont l'arrivée vaut son pesant de cacahuètes. Tenue rouge moulante avec veste à paillettes, Make America Great Again. La féminité n'est pas seulement affichée, elle devient un argument de campagne. By the way, they can't even define what the hell a woman is. Get the hell out of here. Le message est clair chez les Républicains. Aucune ambiguïté de genre. Les hommes sont des vrais hommes, les femmes sont des vraies femmes. De quoi rassurer une partie de l'électorat républicain. Mais la question maintenant, c'est de savoir si cette masculinité hyper traditionnelle peut conquérir de nouveaux électeurs. À votre avis, Thomas Negaroff, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Un détour par l'histoire, si vous me le permettez. La masculinité a toujours été une obsession pour les Américains. Et au moment où la masculinité était interrogée, on a eu des présidents ultra virils qui sont apparus. C'est Theodore Roosevelt, en 1900, au moment où la frontière a disparu, le pionnier, l'idéal pionnier a disparu, il n'y a plus de cow-boys. Et donc lui, il va surjouer la chose. Moi, j'ai été tuer des ours, etc. Il va surjouer la virilité. Et ça va matcher avec une inquiétude. En fait, il répond à une inquiétude, le président américain. Ou à un désir. Là, c'est plus une inquiétude. John Kennedy, c'est un peu la même chose. Il dira, avec les soviétiques, on n'a pas un missile gap, un gap de missile, on a un muscle gap, un gap musculaire. Et donc Kennedy, qu'on voit un peu trop glamour ici, mais qui était surtout un jeune homme vigoureux et fort. Et Reagan aussi, qui était Et Reagan, absolument. Et Reagan, c'est un moment aussi où les femmes commencent à travailler beaucoup, on commence à avoir des femmes dans les hauts postes, dans les entreprises. Et donc, Reagan arrive à choper quelque chose. Là, je crois, mais c'est une hypothèse que je formule, qu'on est dans la première élection MeToo, où vous avez d'un côté un homme qui a été accusé d'avoir agressé des femmes, qui a été condamné même pour cela, alors pour une histoire un peu complexe, mais qui a tenu des propos terribles sur les femmes. Et en face, donc à un moment, MeToo interroge la masculinité. Je
crois que vous en avez beaucoup parlé ici, ça nous interroge tous en tant qu'hommes, et même en tant que femmes, j'imagine, sur les relations entre les sexes. Et du côté de Kamala Harris, on a une femme qui était non seulement, qui n'est pas mère biologique, mais qui en plus a été procureure et qui a poursuivi des hommes prédateurs sexuels. On a quasiment un laboratoire de ce qu'est aujourd'hui une élection à l'ère de MeToo. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir si les hommes sont plus rassurés par Donald Trump et au point de l'emporter. Et juste pour vraiment terminer, parce que je suis trop bavard, mais sur le gender gap, le gap entre les hommes et les femmes, il est très fort. Il y a Jean-Michel qui se marre, mais je veux savoir pourquoi dans 2 secondes. Allez-y, finissez, Thomas. C'est pas qu'il se moque pas. Non. Je vais te dire. Le gender gap, c'est, en gros, il est très net. Il y a 10 points de plus de femmes qui votent par rapport à Trump pour Kamala Harris. Mais ce qui est flippant pour elle, et ce qui m'inquiète pour elle, c'est que le gap dans l'autre sens est plus important. Plus 10 du côté des femmes pour Kamala, plus 11 du côté des hommes. Ça veut dire que quand elle mène campagne sur les questions de droits des femmes, de l'avortement, elle s'aliène des hommes. Et donc c'est ça, putain. Et donc c'est ça l'enjeu de la campagne dans les derniers jours qui viennent, parce que son discours c'était avortement, on a vu Michelle Obama, elle ne parle que de ça maintenant. Beyoncé était là aussi pour parler de ça, mais en faisant cela, et j'ai vu des sondages très inquiétants là-dessus, il y a des hommes qui disent on va trop loin. Et donc, ce que Trump a réussi à capter, au-delà du déclassement social, etc., c'est la crise de la masculinité. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc on ne parle plus de politique, en fait. Là. On en parle aussi. On ne parle plus des démocrates, des républicains, on parle de ça, en fait. On parle de l'identité. C'est quoi être américain? Et ça, c'est important. Et c'est souvent ce qui se joue dans une présidentielle. Le président, je dis toujours, il tend un miroir flatteur aux Américains. Qu'est-ce qu'ils veulent voir aujourd'hui? Quand Obama il a été élu en 2008, c'est parce qu'il s'imaginait une Amérique post-raciale. Aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent quelqu'un qui les rassure sur leur masculinité, sur leur identité, sur le rôle traditionnel de l'homme et de la femme, de la société patriarcale? Je ne suis pas obsédé par cette question, mais quand même, ça me saute aux yeux. Oui, mais c'est important. On est dans ce temps-là, quand même.